Bonjour et bienvenue, ici James Beam, coach et créateur du blog toutcommenceparvous.com. J'ai l'honneur et la chance de recevoir ici chez moi, dans mon jardin, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un homme de cœur. Il s'agit du sosie de monsieur François Hollande. Michel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux nous expliquer un peu? Oui, ça m'interpelle que tu commences quand même l'interview avec ça. Tu as dû voir dans les médias qu'on a beaucoup parlé de moi. C'est la fin du mandat du président. Au moment où on enregistre ça, c'est la fin pour lui. C'est la fin. Oui, regarde, écoute ça. C'est pour faire plaisir à tes auditeurs. Oui, voilà, hein. c'est ça. Voilà, c'est excellent. Voilà. C'est excellent. Donc il m'arrive de faire ça en conférence où Ouais, j'explique que nous avons la vue une disposition en fonction des choix et du sens que nous donnons aux événements, Ouais. mais nous n'avons pas la tête que nous avons. Exactement. Mais pareil que pour les événements de la vie, on choisit d'en faire quelque chose de positif ou pas. Et moi j'ai choisi de m'en amuser. Je trouve ça extraordinaire. Je Voilà. trouve ça génial d'avoir autant d'humour. Alors Michel, il s'agit de Michel Poulard, si vous ne l'avez pas reconnu. Ça doit être marqué là quelque part. Ouais, on va le marquer. Voilà, ça y est, c'est marqué. Ça y est, là. Juste ici. Alors Michel, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton parcours? Comment tu as fait pour devenir conférencier? Voilà, rapidement, hein, ton parcours, quel est ton parcours En fait, un parcours classique pour tous ceux qui se lancent dans le métier de la conférence, c'est-à-dire qu'avant de devenir conférencier, j'ai eu une autre vie, j'ai eu une autre carrière. Ouais. J'ai été cadre commercial pendant près de 20 ans pour une entreprise aux Pays-Bas. J'habitais moi-même aux Pays-Bas pendant 12 ans. 12 ans ouais. Donc j'ai appris à faire du commerce à la hollandaise. C'est une bonne école avec des Américains, des Anglais et un ras-le-bol. Un ras-le-bol. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais partie des meilleurs commerciaux de l'entreprise, que tu as atteint un top et que tu sais que tu peux pas aller plus loin et que tu es quelqu'un qui a besoin d'être drivé par de nouveaux défis, par l'humain aussi. Parce que moi, ce que j'aime dans le commerce, ce que j'aimais dans le commerce, ce que j'aime toujours d'ailleurs, c'est l'humain. C'est la relation que j'avais avec un client, bien avant de lui vendre quoi que ce soit. Ça fait partie de ta personnalité. Ah oui, moi j'avais besoin d'avoir une relation avec mon client. Ouais. Et c'est ce qui fait que mes clients me sont restés fidèles toutes ces années également. C'est qu'ils savaient que j'avais un lien avec eux. Au jour où mon patron a changé un peu de philosophie de commerce, où il mettait l'argent avant les gens, où on bloquait parfois certains clients qui nous avaient enrichis pendant des années, pour donc voilà, et la crise est arrivée il y a quelques années, on bloquait des comptes et on devait dire à nos clients qu'on les livrait plus, et donc il y a eu un conflit de valeurs vraiment énorme. Outre le fait que je n'avais plus de défis, il y a eu à un moment donné un conflit de valeurs, et je lui dis non, ça ne me plaît plus. Ça ne me plaît plus de travailler comme ça. Te lever le matin avec la boule au ventre en disant je vais avoir des clients et tu vas devoir leur annoncer que tu peux pas les livrer parce qu'ils n'ont pas payé. Ça correspondait plus à tes valeurs. Non, clair, non. Donc une grosse remise en question. C'est bien beau, tu sais, quand tu es cadre commercial, au bout d'autant d'années, avec autant de succès, tu as des salaires, des super salaires, des voitures de fonction, téléphone de fonction, enfin toute fonction. Tu te dis ouais, c'est bien beau, mais quitter le job et refaire autre chose, ou voilà, je veux bien me former, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut le compenser. Bien sûr. Et donc je me suis mis en question, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime, c'est l'humain. Et je me suis progressivement rapproché du développement personnel. Donc il y a maintenant de cela plus de 10 ans. Et en faisant ces recherches, j'ai découvert un homme que je ne connaissais pas, Anthony Robbins. Ah oui. Et là, jusque-là, j'ai un truc très classique, hein. Ouais, un truc classique. On a découvert Anthony Robbins. Et là, j'ai fait comme tout le monde, c'est comme lui que je veux faire. Exact. Voilà. Sauf qu'avec le temps, tu te rends compte que tu ne peux pas faire comme lui. Il a sa propre personnalité, c'est ça? Il a sa propre énergie, sa propre personnalité. Et puis, on peut être que de mauvaises copies, au même titre que la plupart des copies d'un Michael Jackson, qui était un artiste tellement unique. Il y a des artistes, il y a des gens, il y a des choses qui sont tellement vraiment instaurées, institutionnalisées, on ne peut pas les copier. Ça, c'était au départ. Et progressivement, tu te rends compte que tu ne peux pas faire de l'Anthony Robbins. Mais en tout cas, ça m'a mis un pied à l'étrier. Ça m'a donné envie. Et je me suis dit, ouais, ça c'est un truc. Et j'ai fait un petit peu un inventaire de tout ce que j'avais envie de faire. Tout ce que j'aimais faire. J'aime faire de la scène, j'ai fait du théâtre. Donc je me suis dit, faire de la scène, du théâtre, j'aime inspirer les gens. Depuis que je suis tout petit, depuis l'école primaire, j'ai toujours été un leader naturel. De par mon énergie, de par mon dynamisme, parce que j'ai toujours envie de faire les choses. Donc je sais que je sais inspirer les gens, je sais que je peux les motiver. Et c'est pas de l'orgueil, c'est juste un travail où je sais qu'il y a des résultats, je sais que les gens aiment ça. Donc voilà, il faut te voir tel que tu es. C'est pas faire preuve d'orgueil, c'est juste accepter des qualités que tu as et essayer de faire quelque chose autour de toutes ces qualités. De toute façon, on ne peut pas devenir meilleur en s'appuyant sur nos faiblesses. On ne peut être meilleur qu'en s'appuyant que sur nos forces. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ce qui était pour moi clair, c'est que j'avais envie de faire de la conférence. J'avais envie de faire de la scène. Et donc j'ai suivi une première formation en coaching, donc j'ai suivi un master en coaching.
j'étais là et je savais ce que j'allais en faire. Je savais que j'allais faire de la scène avec ça, mais j'avais envie d'avoir des outils. Mhm. J'ai découvert Ouais. des outils qui pour moi étaient naturels parce que je me suis rendu compte en faisant de la PNL, en faisant en recevant tous ces outils du coaching, Mhm. que de façon très intuitive et instinctive, j'utilisais déjà ces outils dans ma vie. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je me dis, mais c'est ce que je fais depuis tout le temps. C'est juste qu'ils avaient mis un nom et une structure et une pédagogie derrière un outil. Et je me suis, waouh, c'était pour moi une confirmation que c'était vraiment ce que je devais faire. Et donc, j'ai commencé ma carrière en faisant du coaching individuel, du coaching de manager. Et puis, progressivement, j'ai commencé à faire mes premières conférences que j'ai organisées moi-même. Donc, chercher une salle, faire la communication. Et c'est tout ça, c'est très formateur. Pourquoi? Parce que je me suis souvent cassé la figure. J'imagine bien. Voilà. Et du coup, ces premières conférences, tu les as créées sur quelle base? Sur tu avais envie de transmettre un message, c'est ça? Oui. C'est déjà sur l'envie, mais qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Bien entendu, à cette époque-là, je te parle de ça, donc il y a maintenant plus de 10 ans, j'étais encore très influencé par ce que faisait Anthony Robbins. Bien sûr. Donc forcément, c'était encore très maladroit. C'était voilà, c'était des balbutiements, mais ça avait le mérite d'exister. Ouais. Et j'avais le mérite d'avoir au moins fait une tentative et de voir si au moins j'arrivais à faire quelque chose avec ça. Donc oui, donc j'ai construit une conférence autour d'outils de la PNL, de ce que faisait un petit peu Anthony Robbins, et puis ce que j'avais déjà conscience, c'était qu'il fallait que je mette ma propre énergie, donc j'avais déjà mis ma propre énergie. Et une première fois, la toute première fois que j'ai fait, j'ai réussi à remplir la salle de 80 personnes. Wow. Et là, tu te dis, waouh! 80 personnes. Ah, une première fois. Ouais, la toute première fois. Moi, j'ai fait 20, C'était la toute première fois, j'ai pris un risque, j'avais mis mes propres deniers dedans, parce que tu prends des risques, là, tu mets tes deniers dedans, la com, j'avais mis mes deniers dedans, et là, tu serres les fesses parce que tu te dis, voilà. Comment ça va se passer? Pas que pour toi, mais aussi financièrement, tu dis, ouais, je prends un risque quand même. Bien sûr. Et je remplis la salle. Wow. Et les gens applaudissent, les gens apprécient, ils te font un retour extrêmement positif, c'est extrêmement motivant. Et tu te dis, on reproduit ça, tu reproduis ça, et tu te dis, je vais faire une tournée, je fais ça à Marseille, je fais ça à Montpellier, et puis les 3 fois suivantes, un bide. Je me retrouve dans des salles complètement vides. À Paris, je me suis retrouvé dans une salle où j'avais loué une salle de théâtre, parce que j'avais reçu à l'époque, entre-temps, j'avais déjà, entre-temps, il y avait Internet, il y avait Facebook qui était arrivé. Ouais. Donc j'avais déjà commencé à faire des événements Facebook, où donc il y avait des gens qui t'avaient promis de venir. Ouais. Et donc, il y avait une centaine de promesses de participation. Tu te dis, je loue un théâtre à Paris. Bien sûr. Parce qu'en plus, j'ai envie, 100 personnes, je me fais un plaisir, il y a une scène, etc. Je me loue un théâtre. C'est la scène la plus chère que j'avais pu me payer. Et tu arrives sur place, bien entendu 2 heures avant parce que tu te prépares, etc. Et 20 minutes avant l'heure, tu vois toujours personne. Bon, tu te dis, c'est pas grave, t'es à Paris, tu sais. Ils vont arriver en retard. Voilà, tu ça bouchonne. Tu te fais un petit dialogue intérieur pour te rassurer. Bien sûr. Arrive 10 minutes avant l'heure, et là, tu te dis, il y a peut-être un problème dans le métro. Enfin, ça fait quand même 100 personnes, t'as encore personne au bout de 10 minutes, tu commences à t'inquiéter. Et à l'heure arrivée, il y a une personne qui vient. Donc tu te dis, ok, il y a une personne qui vient, ils vont peut-être tous arriver. Tu leur demandes, il y a d'autres gens dans le couloir? Ah non, je suis tout seul. Oh là 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 là. Hein, une deuxième personne arrive, une troisième personne arrive, et puis c'est tout. Donc t'as une salle de 100 personnes, t'as plein de projecteurs qui sont sur toi, t'es dans les coulisses, et tu transpires, non pas parce que t'as le trac de passer, mais tu transpires parce que tu dis, oh là là. Comment je vais payer le truc en plus? C'est, voilà, oh oui, ça c'est déjà comment tu vas payer. Ah, donc tu te dis, là je me prends une tuile. Donc mes économies passent. Et oui. Voilà, et t'as 3 personnes, et tu dis, mais voilà, et puis t'as ton ego aussi. Bien sûr. T'as ton ego aussi, parce qu'il faut être franc. J'ai pas peur d'en parler. T'es là, t'as envie de te faire plaisir. Te faire plaisir, c'est aussi une forme d'ego. Et tu te vois pas faire la conférence devant 3 personnes. Et là, tu te dis, je les rembourse et je les renvoie à la maison. C'est ce que t'as fait? Non. Oh yes. Ça me plaît. Alors, non, ça en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis sur la scène. Il y avait ces 3 femmes, d'ailleurs, qui sont encore amies avec moi aujourd'hui. Parce que voilà, c'est un ancrage positif. Ces 3 femmes constituent un ancrage positif dans ma carrière. Je leur dis, écoutez, mesdames, je vous laisse le choix. Il y a personne. Et à l'intérieur, j'avais envie de pleurer. Hein. À l'intérieur, j'étais mais liquéfié. Je leur dis, je vous rembourse ou je vous la fais. Et j'espérais vraiment qu'ils me disent, remboursez-moi. J'aurais préféré, sur le moment. Oui. Et là, tous les 3 elles se regardent et me disent, non, on est là, on est venu, on a payé, faites-nous la conférence. Wow. Et là, tu te dis, oh, le défi de malade. C'est sûr. Et là, tu reprends tes esprits. Ok, je vais vous la faire. Tu te démontes pas, tu souris.
tu vas dans les coulisses pour la commencer, et là, dans les coulisses, tu te dis, mais comment je vais faire ça? Je commence ma conf, et la première chose que tu vois, c'est pas les 3 femmes qui sont devant, c'est la salle vide. Bien sûr. Et ce jour-là, j'ai compris le pouvoir des perceptions, le pouvoir qu'elles pouvaient avoir sur ton énergie. Et tant que je me concentrais sur la salle vide, punaise, j'avais pas d'énergie, quoi. J'étais là, j'étais à l'intérieur de moi. Je donnais ma conférence, mais à l'intérieur, c'est punaise, mais comment? Mais t'as perdu du pognon, mais t'es qu'une merde, mais c'est foutu, arrête, mais continue à bosser. Voilà, reste chez ton patron. C'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Voilà, okay. s'ils sont pas venus, c'est que t'es nul. Tout en donnant ma conférence, tu vois. Oui, oui. Représentation mentale. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me plombait. Que cette représentation négative me plombait. Ouais. Et je me suis dit, par respect pour ces 3 femmes. Par respect pour ces 3 femmes qui sont venues pour toi. Donne tout ce que tu as et fais comme si la salle était pleine. Tout en donnant ma conférence. Donc c'est un dialogue intérieur. Hein, donc j'ai changé de stratégie émotionnelle. Ça c'est énorme de faire ça en cours. Oh oui, c'était en cours. Oui. Ça c'est énorme. Et j'ai changé de stratégie émotionnelle et mentale. Et je me suis dit, donne-toi à fond comme si la salle était pleine. Par respect pour ces femmes. Voilà. Par respect pour ce petit public qui était là. Et d'un instant à l'autre, mon énergie a changé. Et j'ai donné cette conférence comme si la salle était pleine. Je me suis même surpris à prendre du plaisir. Et à la fin de cette conférence qui a duré 1 heure, ces 3 femmes se sont levées et m'ont fait une mini standing ovation. Énorme. Donc, excellent. Voilà. Et là, je me suis dit, non, génial. j'abandonnerai jamais parce que c'est vraiment ce que je vais faire. Et aujourd'hui, si ces dames me regardent, elles se reconnaîtront parce qu'elles savent qui elles sont. Merci. Parce que, encore une fois, dans l'épreuve, ça, et dans cette difficulté, ça m'a appris que c'est vraiment ce que je devais faire et on n'y arrive pas du premier coup. C'est pas facile, mais n'abandonne pas. Si tu sais que c'est ta voie, tu avances et tu fais autrement. Tu changes ta façon de faire. Et je leur remercie de m'avoir demandé de faire cette conférence. Parce que je pense que si je les avais remboursés, le résultat n'aurait pas été le même. Pour moi, abandonné éventuellement. Peut-être. Je sais pas. Je sais que j'en avais vraiment envie. J'étais loin d'abandonner, mais ça aurait mis un gros coup dur sur ma motivation, c'est clair. Alors c'est intéressant parce que ton truc à toi, c'est l'optimisme. Oui. Pour moi, l'optimisme, c'est le fait de dire, bon, ben, je vais voir le beau côté des choses, je vais laisser un petit peu de côté ce qui ne va pas. Est-ce que tu peux nous donner d'abord une définition, ta définition de l'optimisme, et nous expliquer un petit peu comment tu fais pour développer ça au travers de l'énergie et le passage à l'action? C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est le passage à l'action beaucoup. Donc, développer l'énergie et le passage à l'action. L'optimisme, je l'explique quand tu es venu hier à une de mes conférences, ça m'a fait plaisir d'ailleurs. Moi merci aussi, d'être venu. J'ai une chance énorme de j'avais un client qui a accepté que tu viennes, donc ça m'a fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. J'aime bien expliquer l'optimisme en prenant son étymologie. J'aime bien prendre l'étymologie des mots parce que ça remet les choses parfois à leur place. Il est vrai que dans la linguistique, parfois on oublie la vraie signification des mots. Et optimisme vient du mot latin optimus. D'accord. Voilà. Et optimus veut dire une seule chose, c'est le meilleur. Optimus veut dire le meilleur. Et ensuite, tu remplis la phrase comme tu veux. Tu mets ce que tu veux derrière. Le meilleur de quoi? Mais le meilleur d'une situation, le meilleur d'une difficulté, le meilleur d'une expérience, le meilleur d'une idée, le meilleur de collaborateurs, d'une équipe, d'un groupe, d'une entreprise, mais bien entendu aussi le meilleur de toi-même. Bien sûr. Mais aussi le meilleur de tes compagnons, de ta compagne, le meilleur de tes enfants. C'est aller chercher le meilleur. Donc pour moi, ça c'est la meilleure définition qui existe de l'optimisme. C'est un prisme qui nous permet d'aller chercher le meilleur. C'est un comportement psychologique qui nous permet d'aller chercher le meilleur de tout ce qu'on veut. D'accord? Mais ça ne suffit pas. J'imagine bien. Pour beaucoup de gens, être optimiste, ça se limite à dire je vois la vie en rose, je vois, oui, demain tout ira mieux. Sauf que ça, c'est de l'optimisme béat. Parce que si ça se limite à juste se dire demain tout ira mieux, mais qu'il n'y a pas d'action derrière, l'optimisme est inutile. Ça sert à rien. Tu vois, le prisme est inutile. C'est comme si tu avais une paire de lunettes, tu la portes, mais que tu fermes les yeux. Ça sert à rien. L'optimisme, c'est une paire de lunettes roses, comme on le dit parfois, mais qui te sert à voir quelque chose. L'optimisme est en fait une énergie. L'observation que tu fais, le constat que tu fais, un constat positif que tu fais sur quelque chose, si elle ne te pousse pas à agir, à faire quelque chose, ou à prendre un risque, ou à faire preuve d'audace, ou à décider quelque chose, si l'optimisme est juste une observation, c'est de l'optimisme béat, ça ne te sert à rien. L'optimisme est fait pour générer une énergie qui te pousse à agir. Soit dit en passant, ça marche pareil pour le pessimisme. Pour le non-agir. Mais non, même pour l'agir. Tu as des pessimistes qui agissent, mais qui agissent dans la douleur. Elle est là la différence. C'est-à-dire que je ne fais jamais l'apologie de l'optimisme face au pessimisme. Je suis pas en train de dire que l'optimisme est mieux que le pessimisme, parce qu'il y a des pessimistes qui arrivent à de merveilleux résultats, mais ce sont des gens qui vont plutôt alimenter le prisme négatif et ils vont arriver à des résultats mais dans la souffrance.
Et moi, je préfère marcher dans la merde ou dans la gadoue avec le sourire. C'est beaucoup plus agréable. Mais il y a des pessimistes qui arrivent à des résultats fantastiques. Il n'y a pas que les optimistes qui réussissent, il y a des pessimistes qui réussissent. Mais en général, c'est lié à de l'aigreur, à des déceptions, à de la solitude. Voilà. À une souffrance. Il y a souvent la souffrance derrière. Mais ça marche aussi. Ce qui compte, c'est que ton observation soit optimiste ou pessimiste, ce qui compte, c'est que ça te pousse à agir, à faire quelque chose. Si tu ne fais rien avec ton constat, ça ne te sert à rien. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme une paire de lunettes où tu la portes mais tu fermes tes yeux. Oui, ça sert à rien. Voilà. Je comprends tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 clés pour développer cet optimisme justement qui va nous servir à développer l'énergie et du coup le passage à l'action? Est-ce que tu aurais des clés, quelque chose? Parce que c'est une sorte d'émotion, hein, l'optimisme, mais est-ce qu'il y a un truc pour développer ça, une vision des choses? Avant que ce soit une émotion, c'est avant tout une perception. Une perception. Ouais. C'est une perception qui génère une émotion. Exactement. Donc l'optimisme en soi n'est pas une émotion. L'optimisme est une perception. Ouais. C'est un regard. Ouais. Dans la mesure où c'est un regard, au même titre que je décide de te regarder toi, et que je décide maintenant de regarder ton chien, parce que vous voyez pas, mais il y a un chien qui dort là à nos pieds, Cookie. ou de regarder autre chose, l'optimisme est un choix d'un regard qu'on porte sur quelque chose. Ouais. Donc, dans la mesure où tu veux développer l'optimisme, tu vas devoir apprendre à développer un regard sur quelque chose. D'accord. Donc, l'optimisme, c'est, bon, il y a des gens qui sont optimistes de nature. Aujourd'hui, c'est prouvé par les sciences que l'on est plutôt optimiste ou que l'on est plutôt pessimiste. Voilà, c'est dans nos gènes. D'accord. Donc, on n'est pas égaux face à ça. C'est quelque chose qu'on porte en nous. C'est comme le bonheur. Il y a des gens qui sont plutôt enclins à être heureux naturellement, et des gens qui vont devoir bosser beaucoup plus fort pour être heureux. C'est comme parfois des talents où il y a des gens qui sont dotés de choses et d'autres. C'est dans notre ADN. Okay. D'accord? Donc, la science a démontré que c'est inscrit dans notre ADN. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que même si on est prédisposé au pessimisme, on peut travailler dessus, on peut changer cet ADN quelque part. Par des exercices. Lequel? Très simple. Aller chercher des émotions positives, c'est quoi? Ça commence par quoi? La gratitude. Yes. J'aime beaucoup ça. Par exemple, tu as du mal à être positif, eh bien, force-toi à être reconnaissant pour quelque chose aujourd'hui. Cherche 3 choses aujourd'hui, là, faites-le en même temps que vous le regardez. Imaginez-vous 3 choses pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Que ce soit des choses que vous ayez vécues aujourd'hui ou dans votre vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau est incapable de vivre 2 émotions opposées en même temps. C'est-à-dire que la gratitude va générer systématiquement et de façon naturelle une émotion positive. Et je vous lance le défi d'être reconnaissant pour quelque chose et essayer en même temps de développer une émotion négative ou de penser à une pensée négative. C'est pas possible. Ça marche pas. D'accord. On ne peut pas avoir 2 émotions opposées en même temps. C'est l'un ou l'autre. Donc, déjà, faire preuve de gratitude. Pour ce que tu veux. Pour toi, pour ton environnement, pour quelqu'un, peu importe. Ensuite, c'est te nourrir des choses positives. D'accord. On dit toujours qu'on vit dans un monde de merde. Alors, être optimiste, c'est aussi accepter la réalité du monde. C'est que oui, on vit dans un monde de merde. Et c'est vrai. Il suffit d'ouvrir la télévision et d'écouter les actualités. Waouh, on vit dans un monde de merde. Et c'est vrai que les prisons sont pleines de gens qui ne sont pas n'ont pas très envie d'en faire un monde positif. D'accord ? Quand on parle de terrorisme, ça fait peur, ça donne pas envie. Donc, les médias se chargent de nourrir l'aspect réaliste de ce qu'est le monde. Ok, laissons-leur ça, très bien. On en laisse. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas voir la télé. Moi, j'ai décidé de la voir et de choisir ce que je regarde. Moi, je trouve ça plus intéressant. Je critique pas, mais je trouve ça plus intéressant de choisir. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher des choses qui vont nourrir ton optimisme. Et il y a, en revanche, suffisamment de choses autour de nous, sur les réseaux sociaux, à la télévision, qui vont nourrir cet optimisme. Il y a des émissions positives. Il y a des chaînes de télévision qui font des émissions de coaching, qu'elles soient critiquées ou pas, peu importe. Mais au moins derrière, il y a une bonne intention de coach qui essaye de développer la confiance en soi au travers d'un relooking, etc. Mais moi, ça me fait plaisir à regarder parce que moi, je vois les gens changer au travers de ces émissions. Oui, ça inspire. Voilà, donc il est possible d'aller chercher des choses qui font du bien. Donc, ne soyons pas esclaves des médias, ne soyons pas esclaves de toutes les mauvaises nouvelles. Elles sont là, elles vont nous rattraper tôt ou tard, donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Voilà. Là où il faut faire de l'effort, c'est d'aller chercher la nourriture positive. Il y a des groupes sur Facebook qui parlent de développement personnel. Faites-vous du bien, allez chercher des choses qui vont nourrir votre émotion positive. Très bien. Donc si je résume, premièrement c'est la gratitude et ensuite c'est se nourrir. Alors moi je vois ça comme le premier, quelque chose qui vient de l'intérieur de soi, et le deuxième, quelque chose qui vient de l'extérieur de soi, un petit peu. Est-ce que tu en aurais une troisième par exemple, une troisième clé? C'est par rapport à soi-même.